on va, j'allais dire, vous présenter successivement. Mathilde Leroy, donc société Casoart. Vous êtes passionnée de culture et d'art, mais pas que, puisque vous aviez quand même fait quelques petites études. Donc diplôme de l'ESSEC en poche, mais également de l'ESS de communication audiovisuelle. Vous avez commencé chez TF1 avant de vous rapprocher des secteurs qui correspondaient mieux à vos aspirations, notamment le mécénat, puisque vous étiez responsable du mécénat auprès de l'Orchestre de Paris, puis également auprès de la Cité internationale universitaire de Paris. Avant, en 2015, de vous dire, bon, allez, l'entrepreneuriat, c'est pas mal, je saute le pas. Donc, effectivement, Casoart est né de cet alignement. L'ambition de Casoart, c'est de permettre à des amateurs d'art de pouvoir, finalement, dans un budget limité, découvrir des œuvres d'artistes émergents depuis une plateforme en ligne. Donc, véritablement changer le rapport à l'achat d'art. À l'heure actuelle, vous regroupez plus de 1200 artistes, pratiquement près de 60 000 œuvres sur votre plateforme. Et ces artistes ne viennent pas là parce qu'il y a de la lumière. J'allais dire, il y a un comité de sélection qui, bien évidemment, assure la cohérence. Pour chaque œuvre, achetez un certificat d'authenticité. Alors, authenticité, art numérique, NFT, il n'y avait qu'un pas à franchir et vous n'êtes pas trop du genre à ne pas le franchir, donc vous l'avez fait. En 2021, c'était au mois d'avril, je crois, mais vous nous le rappellerez, vous avez décidé de lancer une première collection de NFT sur la fameuse plateforme OpenSea. Il y a quelques plateformes, mais OpenSea est la plus renommée. Une collection Genesis donc, qui correspondait à des créations de 5 artistes. Alors, vous allez nous en dire plus. L'art a été un des secteurs les plus pionniers, j'allais dire, pour l'application des NFT. Et ça n'est sans doute pas par hasard. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte de cette Oui, rencontre? absolument. Alors effectivement, je pense qu'un des moments clés où le grand public a commencé à entendre, et la presse, etc., s'est vraiment emparé du sujet NFT et tout le monde s'est approprié ce sujet, je crois que c'est quand même au moment de la vente, effectivement, de l'œuvre de Beeple qui a été présentée par Christie's à 69 millions de dollars. C'est, je crois, la 3e œuvre d'art la plus chère de l'histoire des ventes aux enchères. Et en plus vendue par une maison quand même très séculaire. Donc c'était l'entrée fracassante des NFT dans le monde, dans le monde, notre monde à nous, quoi, j'ai envie de dire. Et moi aussi, ça m'a profondément marqué. Donc c'est effectivement, alors on m'en parlait, je recevais énormément d'informations avant ça, mais là, je me suis dit, ouais, je suis pas la seule. Il y a vraiment quelque chose à faire. Enfin, nous, chez Casoart, finalement, on vend depuis le début des œuvres physiques, mais on le fait via le web, ce qui est un challenge, parce qu'on doit expédier des œuvres qui sont réellement dans des ateliers d'un point A à un point B partout dans le monde. Donc, un de nos métiers, c'est de faire de la logistique, objectivement. Mais on a toujours cherché à accélérer cette digitalisation. Parce que à la base, nous, on vend quand même des œuvres à partir de leur image numérique. Les gens, ils ne la voient que depuis un site internet. Donc finalement, le NFT, j'allais dire que c'était très naturel de s'y intéresser, vu le métier qu'on faisait. Voilà. Mais juste voilà. Enfin, okay. Alors, en tant que consommateur, j'allais dire passionné d'art, le consommateur, mais on consomme aussi de l'art, effectivement. Comment on fait pour s'y retrouver entre des CryptoPunks, des board art qui ressemblent pour nous quand même plus à des stickers de la cour de récré, qui se vendent pourtant entre quelques centaines de milliers de dollars et quelques millions de dollars. Comment on fait pour distinguer ces objets numériques nouveaux de vrais crypto-artistes qui là, ne font que finalement récolter les fruits d'une forme de vision qu'ils avaient de nouveaux débouchés. Oui, merci pour cette question, parce qu'effectivement, je voulais faire une précision, parce que j'ai vu lors des présentations, enfin, on est passé très vite sur l'art, et il a été mis à un moment dans la même catégorie, effectivement, que ce qu'on appelle les collectibles, les PFPs, donc tout ce qui a défrayé la chronique, les Bored Apes, les CryptoPunks, etc., qui ont été créés quand même par des gens qui ont dessiné ces Bored Apes, donc je ne vais pas dire que c'est pas des artistes, mais la finalité n'est pas du tout la même que ce qu'on appelle le crypto-art.
qui est un vrai courant artistique qui s'est développé au cours de ces dernières années. Faut savoir que l'art numérique existe depuis les années 60 en gros, mais qu'il avait beaucoup de mal à exister de par l'impossibilité d'avoir une unicité, puisque évidemment c'était des fichiers numériques, des vidéos qui étaient difficilement authentifiables. Et donc la technologie NFT, tout ce qu'on vous a présenté précédemment, vous fait comprendre qu'on peut authentifier un objet numérique et donc de l'art numérique. Et ça a été vraiment un engouement depuis plusieurs années maintenant, d'un vrai courant artistique de crypto-art avec des artistes qui font des créations absolument magnifiques. Alors c'est pas que esthétique puisque ça utilise aussi la techno. L'art numérique peut aller utiliser de l'intelligence artificielle, enfin voilà, donc il y a... C'est ça, parce qu'on n'est pas nécessairement sur des images qui soient des images fixes, il y a aussi d'autres possibilités. Absolument, voilà. D'images animées, voire même d'images intelligentes qui vont chercher des datas. En fait, la créativité des artistes est sans limite, des artistes qui s'emparent, qui sont à la fois technophiles et créateurs, et qui utilisent la techno pour faire des créations qui sont aussi intellectuellement très intéressantes, qui vont permettre par exemple d'acheter un NFT qui va pouvoir se transformer au gré du mouvement des planètes, de la météo, et que l'acheteur ou une communauté d'acheteurs, puisqu'on peut acheter des NFT à plusieurs comme vous l'avez vu, va pouvoir décider dans une DAO, donc dans voter tous les jours par exemple pour décider de la couleur de l'œuvre. Enfin, je dis un exemple, mais voilà, il y a des choses assez ludiques autour de ça. Et pour dire qu'il y a vraiment des artistes qui se définissent comme crypto-artistes et qui, pour certains, moi j'en connais, qui avaient beaucoup de mal à percer dans l'art physique et qui ont absolument percé dans ce courant artistique. Donc moi je revendique vraiment ce courant bien au-delà de tout ce qui est spéculatif. Voilà. Pour un artiste, qu'est-ce que les NFT finalement vont vraiment changer, apporter par rapport à la manière traditionnelle de commercialiser une œuvre, de contracter avec une galerie? Quels horizons nouveaux ça ouvre aujourd'hui? En fait, alors, on touche à tous les cas d'usage qu'on a pu voir, mais dans le domaine de l'art, on a parlé des films, on a parlé de la musique, mais finalement pour les créateurs picturaux ou les créateurs de NFT, picturaux, ouais, on peut dire, il y a toute cette dimension de royalties et de sécurité pour les ayants droit. Une des grosses applications pour les artistes qui vont vendre des NFT picturaux, du crypto-art, on va dire, c'est de sécuriser dans le smart contract des royalties qui vont s'appliquer à chaque vente successive de ces NFT. Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit de suite en art, qui a cours en France, mais qui a parfois du mal à s'appliquer parce que vous imaginez bien que des œuvres physiques, c'est parfois très difficile pour un artiste de tracer son évolution au cours du temps, quand il y a plusieurs ventes successives. Alors pour des très grands artistes, c'est très bien documenté, etc. Mais pour des artistes un peu moins pignon sur rue, c'est très difficile de suivre le parcours. Et donc ce droit de suite, il a du mal à s'appliquer. Et là, avec les royalties ancrées dans les smart contracts, ça permet aux artistes de sécuriser des revenus futurs sur toutes les ventes futures. Et en fait, dans les NFT, comme vous le savez, tout ce qui est ce qu'on appelle le marché secondaire, les marketplaces de NFT en sont remplis. C'est un peu l'une des finalités aussi des NFT, c'est d'avoir des marchés secondaires et des œuvres qui se revendent et qui gagnent en valeur, etc. Et l'artiste en plus peut suivre absolument toute l'évolution de son œuvre, au-delà de toucher des royalties, il peut savoir qui la possède quand, etc. Donc voilà. Et puis évidemment le côté certificat d'authenticité, on en a parlé pour tout un tas d'actifs dans le domaine du luxe, ça s'applique beaucoup, mais dans le domaine de l'art aussi évidemment, pour certifier des œuvres de grande valeur. Là aussi, l'utilisation d'un NFT en double numérique d'une œuvre d'art et donc certificat d'authenticité d'une œuvre physique, c'est déjà des applications qui ont cours pour des œuvres de très grande valeur. Alors la question c'est toujours de rattacher l'objet physique à son NFT. Comment fait-on ? On a vu tout à l'heure, il y avait des histoires de NFC, des puces NFC. Aujourd'hui, il y a pas mal de technologies qui permettent quand même de sécuriser un objet physique et de le rattacher en le scannant de différentes manières à un NFT. On peut scanner, effectivement, voilà. Mais c'est un coût... Et en plus, oui, on peut aussi avoir... Il y a des machines qui scannent dans toutes les dimensions les objets pour s'assurer de leur origine.
Alors on est en avril 2021, Casoart n'a quand même pas au cœur de son business model les NFT. Vous vous dites j'y vais, je me lance et 5 artistes, je vais les accompagner vers ces nouveaux horizons. Quelles leçons, finalement, quels enseignements, avec un petit peu de recul aujourd'hui, vous pouvez vous confier comme retour d'expérience? Ouais, voilà, on s'est lancé dedans. Moi, j'ai expliqué pourquoi ça m'avait beaucoup attiré. Et puis d'un point de vue intellectuel, voilà, ça m'a vraiment passionné. Donc je dirais qu'il y a un intérêt personnel déjà. Et puis il y avait un côté aventureux de se dire, rien de tel que de faire une vente pour comprendre comment ça marche, comment on mint, parce que c'est les termes, donc minter, donc c'est créer un NFT et le poster dans la blockchain. Comment on fait tout ça, donc expliquer ça aux artistes aussi, parce que le but, c'est de les accompagner aussi vers cette techno. Ce qu'on a compris de nos différentes initiatives qu'on a pu faire, qui pour l'instant restent des opérations ponctuelles. On a fait on a quand même fait une expo aussi dans le métaverse, on a une galerie dans le métaverse aussi. Donc voilà, on a fait plusieurs essais très intéressants, passionnants, et on a fait un certain nombre de ventes aussi. Mais ce qu'on en a retenu, c'est que la clientèle des NFT d'art aujourd'hui ne se recoupe que très peu avec notre clientèle historique chez Casoart. Voire même, après des enquêtes, on a vu que notre clientèle historique avait plutôt un avis assez négatif sur les NFT. À une époque, on avait mis, quand on avait fait ses ventes, une entrée NFT dans le menu de Casoart. Et c'est vrai qu'on a eu des retours un petit peu mitigés, dirons-nous, de notre clientèle traditionnelle qui est assez assez avant-gardiste, parce qu'ils achètent quand même de l'art en ligne, mais qui n'est pas forcément hyper quand même connaisseuse. Voire même qui lisait toutes ces actus un peu effrayantes sur les NFT. Voilà. Donc on a un peu... maintenant, on fait attention quand même en termes d'image, de séparer. Je pense qu'il y a encore besoin, on y viendra, mais de faire de la pédagogie. Le mot NFT peut faire un peu peur aujourd'hui, clairement. Parce qu'on a vu quand même beaucoup de choses dans les médias. Et voilà, donc nous, on essaye de faire attention. Et puis côté artiste, c'est aussi des artistes potentiellement différents de ceux avec lesquels on travaille. Oui, finalement, les canaux de distribution ne sont pas forcément les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut une vraie notoriété sur Instagram, sur Twitter, j'imagine. Absolument, en plus, le marketing, alors c'est le même métier que ce qu'on fait, si on voulait lancer une marketplace de NFT, il faudrait sourcer des artistes et sourcer des clients, c'est le métier qu'on fait aujourd'hui. Mais les techniques de marketing sont hyper différentes, parce qu'en fait, réussir à vendre un projet NFT, que ce soit de l'art, une collection, etc., c'est des techniques marketing qui sont complètement basées sur les communautés, donc sur des outils comme Twitter, Discord, des manières de communiquer. Il y a même un vocabulaire des communautés NFT qui est très très particulier. Donc ça voulait dire, pour moi, par rapport à l'équipe de Casoart, recruter des nouvelles personnes, parce que c'est pas des compétences qu'on a forcément en interne. Donc c'est un nouveau projet, mais qui va peut-être voir le jour. Mais voilà, c'est quand même un milieu différent de là où on était. Voilà. Alors les NFT, ce n'est pas que virtuel, bien sûr, au contraire, on en a largement parlé, mais c'est même pleinement dans le monde physique, puisque vous avez effectivement contribué avec un collectif à cofonder la NFT Factory à Paris, qui est un lieu bien physique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, quelques mots là-dessus, effectivement. Donc, ça a été annoncé il y a un peu plus d'un mois, l'ouverture de ce lieu qui se trouve à Paris, pile en face de Beaubourg. C'est assez symbolique aussi. C'est une boutique dans laquelle on peut rentrer, où sont présentés des NFT sur écran. Donc, c'est surtout des NFT d'art, mais aussi il y a des PFP connus, etc. Et la vocation de ce lieu, qui a été cofondé effectivement par 128, donc je fais partie de ces 128 cofondateurs qui sont essentiellement des entrepreneurs français dans tous les domaines que peut porter les NFT, le Web3. Voilà, donc c'est extrêmement varié en termes de profil. Et le but, c'est vraiment de vulgariser, démocratiser et répandre la connaissance des NFT, donc avec des ateliers, de la formation pour les grands publics, mais aussi pour les corpos, des tas d'événements, et puis montrer que les NFT, ça peut être assez simple, on peut rentrer et apprendre à se créer un wallet. Donc et puis il y a une dimension lobbying aussi, parce que voilà. Ok, mais on sait où aller lors de notre prochain déplacement à Paris. Mathilde Leroy, merci beaucoup. Merci.
bien, nous allons passer à notre prochain intervenant, donc Clément Berger-Lefranc. Vous êtes le président et le cofondateur d'Honest, qui propose des solutions de traçabilité NFT blockchain, donc appliquées à la logistique, à l'industrie et au retail. Vous êtes un ancien étudiant de l'Université de Bordeaux, notamment de l'IAE, puisque vous avez été diplômé en marketing, vente et commerce international. Vous avez créé, en parallèle de vos études, donc vous étiez déjà très motivé dans l'entrepreneuriat, puis dirigé pendant 4 ans donc, une filiale française d'un groupe de conseil et de formation en gestion d'équipe et conduite de changement. Vous avez rejoint par la suite un éditeur majeur du logiciel d'assurance pour assurer son développement commercial, son marketing, sa communication et ses partenariats stratégiques. Convaincu du potentiel de la blockchain dès 2014 exactement, vous avez investi le milieu et puis vous avez conseillé les COMEX sur l'approche de la blockchain. Vous avez créé une première société sur la gestion de données décentralisées en crypto avec Quentin de Beauchesne, qui est un crypto-enthousiaste, c'est ça, qui est à l'origine de la première communauté francophone sur les crypto-monnaies. Donc vous avez ensuite cofondé donc Honest en 2017, qui applique donc la mécanique du consensus blockchain au monde de la logistique, puis OWALT en 2022 pour démocratiser l'utilisation des NFT au grand public. Donc aujourd'hui, votre société a de nombreux clients issus d'univers divers comme le Cdiscount, Métro, Orange, Bouygues Télécom, la SNCF ou encore Saint-Laurent. Et je sais aussi que vous avez eu de multiples prix. Vous avez gagné le coup de cœur du jury des prix de l'innovation de la SITL en 2018 et le prix de la transformation au trophée LSA Retail Tech Live. Donc félicitations pour ces prix. J'ai quelques petites questions, notamment sur cette chaîne logistique. Qu'est-ce qu'apporte la NFT réellement de différenciant par rapport à une chaîne logistique classique? Comment, on va dire, ça va permettre de transférer la responsabilité et quel est vraiment l'intérêt du NFT dans cette chaîne logistique? Merci beaucoup, merci pour la présentation. Alors nous, particulièrement chez Honest, en fait, on utilise la blockchain de manière un peu différente. Depuis le départ, on vous parle de NFT sur ses vocations plutôt en termes de droits. J'ai des droits par rapport à ça. Nous, on a vu le scope des NFT, bien sûr dans cette dimension de droit, d'avoir des droits par rapport à quelque chose, mais aussi dans le cadre de ses obligations. Et donc, globalement, nous, on fait de la traçabilité du suivi logistique avec la blockchain, c'est-à-dire qu'en gros, on permet de transférer des NFT que personne ne veut avoir puisqu'ils portent la responsabilité du produit qui est transféré. Alors comment ça se passe? C'est très simple, en fait, pour chaque produit physique, on va créer un tracker blockchain de responsabilité. On appelle ça aujourd'hui un NFT. Quand on a commencé, il n'y avait pas du tout de terme, c'était même sur la blockchain Bitcoin, donc vous imaginez les complexités à l'époque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque objet physique, on va avoir un NFT de responsabilité. Alors ce NFT, il n'est pas physique, il est complètement digital. Il n'a pas de vocation à avoir une puce NFC ou quelque chose comme ça, parce qu'on s'est dit écologiquement, c'est quand même un peu bête de produire des choses pour en tracer d'autres. Donc il y a peut-être une manière un peu plus intelligente de faire la dynamique. Et donc pour chaque produit physique, on va créer cette responsabilité. Et à chaque fois que le produit va être transféré physiquement entre deux personnes, eh bien les personnes vont se transférer le NFT de responsabilité. Ils ne le font pas pour les beaux yeux d'Honest ou pour nos clients, Cdiscount ou tout ça. Ils le font simplement par une mécanique très importante qui a été parlé tout à l'heure, la mécanique de consensus, mais ils le font simplement pour se déresponsabiliser, pour refiler la patate chaude de la responsabilité. Et donc, quand vous avez n'importe quel acteur sur n'importe quel réseau logistique, qu'il soit interne ou externe, qui a un seul objectif dans sa tête, c'est d'essayer de refiler la responsabilité d'un produit qu'on lui a refilé lui-même, eh bien vous avez ces trackers de responsabilité qui se répandent, quel que soit le réseau logistique, quel que soit le parcours, pour chaque produit physique sur l'ensemble du réseau. Et là, vous avez en fait une dynamique assez énorme où vous avez l'ensemble des acteurs de votre réseau qui contribuent à la certification de l'ensemble de vos pièces, de leur état, de leur statut, quel qu'il soit,
quelle que soit la personne sur l'ensemble du réseau. Et ça, concrètement, en logistique, c'est une donnée qu'on n'avait jamais eue ou qu'on avait rêvé avoir. On avait tenté de mettre des trackers de géologues ou de plein de choses comme ça, mais elle n'était jamais fiable. Là, en fait, on a la capacité pour l'ensemble de mes produits. Par exemple, j'ai 2 523 000 colis en circulation. Et bien, pour ces 2 523 000 colis, je sais exactement qui en est responsable à chaque seconde. Donc l'intérêt surtout, c'est si on identifie le responsable, c'est celui finalement qui va peut-être payer s'il y a une défaillance ou ce genre de choses. Mais ensuite, c'est exactement comme il a été dit préalablement, en fait. Ça, c'est un outil. On a fait cette preuve de responsabilité. Après, il y a le cadre légal qui s'applique classiquement. Dans le transport, vous avez la lettre de voiture. C'est un document de police obligatoire qui est régi par l'UNCFACT, enfin, qui donne les normes de l'UNCFACT. Ce document de police obligatoire, nous, on l'a intégré dans le transfert de responsabilité de l'NFT. Donc aujourd'hui, les clients qui font appel à nous, que ce soit dans le monde du luxe, dans le retail, dans l'industrie, eh bien, ils font du transfert de responsabilité à vocation logistique. Mais en plus, ils agrémentent ça des documents obligatoires légaux pour le transfert de la lettre de voiture. Et donc, on a une double dynamique qui s'instaure sur ces réseaux. Donc, en termes, on voit bien de traçabilité. Finalement, on peut améliorer sa logistique, mieux identifier les failles, les dysfonctionnements. Est-ce que le NFT permet finalement d'avoir des processus d'apprentissage et d'amélioration, d'optimisation finalement de cette chaîne? Alors oui, alors c'est un peu immédiat. D'ailleurs, ça fait un petit choc chez les clients à chaque fois, mais dès les premiers jours d'utilisation, en fait, comme vous avez une responsabilisation des acteurs et qu'ils ne le font pas pour les beaux yeux d'Honest, comme je le disais tout à l'heure, ou pour la société, ils veulent se déresponsabiliser, mais immédiatement, on a des résultats efficaces, probants, tangibles et financier, parce que ça crée une sorte d'excellence opérationnelle sur n'importe quelle personne qui va toucher le produit. Je vous prends un exemple très concret, mais là, cette nuit à 3h du matin, par exemple, dans un entrepôt de Cdiscount, vous avez un transporteur, peut-être un sous-traitant de DB Schenker, quelqu'un qui sera là aujourd'hui, qui ne sera pas là demain. Au moment où il avait l'intention de prendre les 10 télés en responsabilité pour les mettre dans son camion, on lui a dit qu'on allait lui refiler la patate chaude de la responsabilité et que s'ils étaient abîmés, c'est lui qui était responsable. Et donc, classiquement, au lieu de prendre les cartons et de les jeter un peu dans le camion et qu'ils s'abîment un peu, là, comme par hasard, il va les poser délicatement. Et ça, en fait, ça va lui permettre plus facilement de transférer la responsabilité au maillon suivant, parce que le maillon suivant, il sait très bien que si le carton est abîmé, le maillon suivant va lui dire, écoute, moi, tu as 10 télés, je prends les 9 responsabilités de télé, par contre la 10e, tu vas te la garder parce qu'il est abîmé, ou alors limite, je vais prendre la responsabilité, mais je vais qualifier le fait que maintenant elle est abîmée. Tu l'as pris en bon état, mais maintenant il est abîmé. Donc je suis capable d'identifier la personne qui a dégradé le produit sur la chaîne. Et ça, comme par magie, en fait, ça crée une excellence opérationnelle, quel que soit l'acteur. Là, on parlait peut-être d'un sous-traitant, par exemple un chauffeur bulgare qui ne parle pas forcément français. Mais par cette mécanique de consensus de type blockchain, et ça c'est important, il est responsabilisé et il est engagé dans une excellence opérationnelle. Et donc ça, les résultats très tangibles, c'est des réductions de... Aujourd'hui, on a 0 perte sans responsable identifié. Ça, c'est un changement relativement majeur dans les systèmes logistiques. Donc on a un plus grand engagement finalement des équipes quelque part. C'est ça, et même des sous-traitants. Et même des sous-traitants. On est un peu pris, je crois, une dernière petite question sur... parfois on critique le numérique sur l'impact carbone, justement, en quoi finalement on pourrait se servir de cette traçabilité via les NFT pour améliorer finalement l'impact sur l'environnement. C'est un critère majeur, l'environnement de base, et forcément il y a les présentations qui ont été faites. Structurellement, on a une amélioration en fait, du bilan carbone des entreprises parce qu'on arrête de détruire des produits sur la chaîne logistique. On n'arrive pas à faire les chiffres exacts parce qu'ils sont colossaux, mais on est quasiment, et plus on en discute, on est quasiment certain que pour un produit consommé, on en a au moins produit 2. C'est une catastrophe, quoi, juste écologiquement. Et donc, si on a une responsabilisation, déjà on est dans une amélioration puisqu'on évite, l'humanité a pris la responsabilité de créer un produit, autant qu'on le traite bien et qu'il arrive à destination. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'était compliqué de dire l'outil en lui-même, pour éviter ça,
va être consommateur. Et donc, effectivement, on a commencé sur Bitcoin parce qu'il n'y avait que ça, Ethereum n'existait pas. On a commencé à faire des expérimentations, mais on ne pouvait pas faire des gros volumes. Avec l'arrivée d'Ethereum, en fait, on arrive à être mieux. Et puis, on a fait une migration assez récente sur Matic, qui est neutral carbone. Donc, on est aujourd'hui dans un système et dans un outil où l'outil en lui-même a un impact. Alors, négatif, j'aime pas ça, mais au moins 0 par rapport à son utilisation. Et dans une logique d'excellence par rapport au métier qu'on adresse. Et ça crée une vraie dynamique par rapport aux acteurs. Et puis, en parallèle, sur cette technologie-là qui a émergé, qui est Polygon Matic depuis 2019, on est aussi contributeur, on fait partie des 100 nœuds validateurs. Et donc, on a un nœud de stacking qui est logoté Honest, sous la responsabilité d'Honest. Stacking, ça va intéresser les financiers, mais stacking, c'est la capacité de pouvoir bloquer votre argent pour avoir un reward. Dans le proof of work, il faut miner, travailler, lancer le dé pour essayer de trouver, c'est la force de travail qui fait le consensus. Dans un proof of stake, c'est la preuve d'enjeu, c'est-à-dire combien d'argent je mets sur la table, que je séquestre et que je bloque pour opérer. Et ça, comme je le bloque, j'ai une rétribution par rapport à ça. Et donc le stacking, aujourd'hui, vous pouvez à la fois en fait avoir des crypto-monnaies et en même temps les bloquer dans des preuves d'enjeu pour avoir des rewards. Et donc ça, il y a besoin de 9 validateurs et nous on fait partie des 100 nœuds, il n'y en a que 100 dans le monde. 9 validateurs de cette technologie. Sachant que de base, on est quand même agnostique en technologie, puisque, comme je vous dis, on a commencé sur Bitcoin, on a fait ensuite Ethereum classique, Matic, donc ça évoluera forcément avec le temps. Merci beaucoup Clément. Alors on va pouvoir enchaîner du coup sur Tony Stéphan, merci. Donc on est sur des sujets qui ont des liens de parenté finalement. Vous sortez d'une belle maison, c'est lié à eux, donc déjà c'est un hasard, on n'a pas fait, c'était pas volontaire. Donc après une première expérience dans le secteur vitivini, vous avez eu diverses expériences et vous avez rejoint assez récemment la société Crystal Chain, donc qui est un acteur qui va vraiment se positionner sur la traçabilité de l'ensemble d'une filière, avec là aussi des solutions qui vont permettre aux différentes parties prenantes de venir alimenter cette plateforme, quel que soit leur niveau finalement de digitalisation et évidemment de technicité. Alors, est-ce que vous pouvez, en préambule, nous dire un petit peu pourquoi cette traçabilité pour vos clients, vous travaillez pour des clients comme Suez, comme Innovia, pourquoi est-ce que pour ces grandes maisons-là, ces grandes enseignes, la traçabilité est devenue un enjeu majeur aujourd'hui ? Tout à fait, merci. Je suis un peu le mauvais élève, moi j'ai pris mes élèves de la bande, j'ai pris mes notes. En fait j'ai une double casquette ce soir donc auprès de Crystal Chain et puis auprès de la OneTech où nous sommes adhérents, on y reviendra après. Sur la partie traçabilité, nous en fait on intervient sur la partie qualité RSE. Donc on vient en fait récupérer les informations qui sont publiées par les différents fournisseurs. Donc, nous travaillons par exemple sur l'agroalimentaire. On a mis en place en 2018 la première blockchain alimentaire auprès de Carrefour, donc sur le poulet d'Auvergne, et puis après on est parti sur les 25 filières qualité. On a une grosse marque de fast-food américain qui vient travailler de l'abattoir jusqu'à la sortie du produit et de ses restaurants. On intervient sur la partie vin et spiritueux, donc la grande société qui est InVivo, donc la maison Cordier et Soufflet Malterie sur une bière tracée. On intervient sur le Modelux auprès de grandes maisons de luxe et l'économie circulaire auprès de Suez sur la traçabilité des boues. Nous vraiment l'intérêt c'est de répondre à deux questions. C'est la partie réglementaire, donc mettre en conformité au niveau réglementaire les marques, et la partie protection de la marque sur des enjeux de bien-être animal, déforestation et ainsi de suite. Donc en fait on vient mettre autour d'une table tous les acteurs et tous les fournisseurs, et puis en fait en fonction donc, de leur niveau de technologie et de langage, en fait on vient tracer la donnée, donc de la matière première jusqu'au produit fini. Je vous donne un exemple, on pourrait parler du cuir, on pourrait parler des aliments, enfin de l'agroalimentaire ici, des zones de déforestation. Je vais vous parler de la soie. Aujourd'hui, les produits faits avec de la soie, il faut utiliser le verre en fait. Et le verre, en fait, le verre de soie vient se nourrir de feuilles de mûrier fraîches, donc proches des usines. Et donc en fait, l'intérêt, c'est que ce vêtement est créé avec de la soie, mais il y a un écosystème autour qui est créé. Et en fait, grâce à la blockchain, les informations sont du coup notoriées
et sont tracés en fonction. Et vous pouvez en fait donc de la matière première, le verre de soie, et remonter jusqu'au produit fini qui est le vêtement. Voilà. Et la deuxième partie, donc ça on était sur la partie protection de la marque, et la deuxième partie c'est la partie en fait réglementation. Aujourd'hui on a des lois qui arrivent, telle la loi AGEC dans le textile, et c'est permettre en fait à cette remontée de data et cette remontée d'informations de différents fournisseurs, de type recyclabilité du produit, confection, teinture, c'est en fait pouvoir via un QR code ou un NFT, on va y venir, mais pouvoir en fait restituer de l'information au consommateur. C'est vraiment ça aujourd'hui, c'est qu'en fait on vient tracer et cette donnée en fait elle sert à la fois pour la marque, mais à la fois pour le consommateur. Donc finalement, bien sûr, là on n'a absolument pas le temps, mais finalement l'outil permet de montrer l'ensemble des acteurs de la filière et on a cette idée d'une continuité, d'une visualisation de tous les acteurs. Et est-ce que ça a du sens pour tout type de produit? Parce que finalement on parle de laine, quel est l'enjeu? Et là aussi, du point de vue de l'impact environnemental, est-ce que ça a du sens de passer toutes ces écritures dans des blockchains? Voilà. Oui, alors ça a du sens. Alors en fait, la blockchain, on voit vraiment qu'il y a un engagement. Alors il y a un engagement de la marque, parce que du coup les informations sont posées sur la blockchain, mais on voit aussi qu'il y a un engagement auprès des différents fournisseurs. Parce qu'on peut se connaître, mais ça ne vient pas enlever qu'il y a un certain contrôle. Donc en fait, la plateforme peut être auditée par des entités tierces, mais aussi derrière, en fait, il y a toute une gestion des certificats qui peut être amenée. Donc des certificats sociaux, des certificats environnementaux. Et on le voit aujourd'hui, des pays, par exemple comme les États-Unis, sont sur des lois aujourd'hui, la Uyghur Forced Labor, où vous devez en fait via un certificat justifier que les vêtements ou les produits ne sont pas importés par des usines qui ont utilisé une population ou le travail des enfants. Et en fait, ils utilisent soit une tierce personne, soit la blockchain. Donc on voit qu'il y a un vrai cas d'usage en fait de mettre les informations que les marques utilisent et certifier les informations par la blockchain, parce que directement la douane américaine en fait demande ces certifications. Alors on parle là sur des vêtements, on peut parler sur de la nourriture, mais c'est vrai que aujourd'hui tout secteur confondu a un intérêt à venir blockchainiser et utiliser la blockchain. Ok, donc finalement on bypasse un peu ces organismes pour le coup tiers, mais pas totalement, puisqu'il faut de toute façon quand même de l'auditabilité pour s'assurer que les informations qui vont être rentrées seront ok par rapport à la blockchain. Sur le domaine du vin, vous êtes donc Crystal Chain adhérent de la WineTech. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'indiquez que vous étiez en train de travailler ensemble sur un livre blanc qui va, j'allais dire, se positionner justement sur les opportunités des NFT dans le domaine du vin, autour de différents axes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, donc en fait la WineTech, c'est une association alors, du milieu de la vigne et de la viticulture française, plus de 100 adhérents. On était présent il y a 2 semaines auprès de Vinitech et on sera présent à Wine Paris en février. Donc Vinitech est axé sur la blockchain et Wine Paris sera axé sur la part des NFT. Alors que Laurent David, qui est le président de la WineTech, pourrait mieux en parler moi, parce qu'avec un château dont il est propriétaire, il a développé, il a vendu aux enchères une dizaine de bouteilles avec mais une ce dit, collection. on va avoir Camilo tout à l'heure qui va nous en parler quand même D'accord, très bien également. Je fais très vite. Mais du coup, oui, il y a un livre blanc en fait avec 10 points. Il y a des points sur lesquels nous on va y répondre parce que c'est notre métier, l'innovation, la traçabilité, la blockchainisation. Et puis après, il y a des points en fait où d'autres acteurs de la WineTech vont pouvoir mieux y répondre. Le contrôle des prix, la création de collections, donc avec des artistes, on va venir. Et puis nous, là où aussi on est, c'est le contrôle de la contrefaçon. Grâce à la blockchain, on va vraiment faire un certificat d'authenticité. On travaille avec une marque de luxe là-dessus. Très bien. Donc, écoutez, merci beaucoup. C'était très clair. Merci. Bien, je vais vous présenter donc Richard Winkels, qui est un serial entrepreneur et investisseur. Donc, après avoir fondé 2 startups en 2005, il devient en 2012 un investisseur immobilier, puis un opérateur immobilier, ce qui lui a permis de comprendre les problématiques du marché locatif qui est complexe et opaque et aussi très inerte. Aujourd'hui, il dirige une start-up donc dans la PropTech qui s'appelle Brick et qui a pour but de rendre simple et accessible le marché de l'immobilier locatif.
Cette société regroupe une trentaine de talents qui développent un service intégralement digitalisé pour les propriétaires, les investisseurs et les amateurs qui souhaitent investir quelques centaines d'euros. Pour remplir cette dernière mission, Richard a donné naissance à WinCity en 2021, puis Brick Club en 2022. Voilà. Donc le but, on l'a compris, c'est de simplifier le financement immobilier. Et donc on va parler de NFT et notamment donc de tokenisation avec Richard. Donc Richard, si vous pouviez nous présenter assez rapidement les principes de la tokenisation déjà d'un bien immobilier, quels sont ses avantages par rapport à une SCI classique, voir un petit peu déjà cette tokenisation, on en parle beaucoup, surtout à l'international qui est très évolué. Bon, il y a différents cas d'usage. Si vous pouviez nous faire un panorama très rapide de ça pour après aller sur ce que vous proposez. Bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation malgré la distance. Donc, je suis à Lille. Les bureaux ici de Brick et WinCity sont à Lille. Alors, on est effectivement sur peut-être le plus financier des aspects de la tokenisation immobilière, puisque si je devais résumer, il y a deux grands secteurs de tokenisation qui sont la tokenisation de titres financiers, on en parlait tout à l'heure, les security tokens et les utility tokens qui effectivement arrangent beaucoup aujourd'hui. Alors nous, on a évidemment travaillé le sujet pour essayer de comprendre comment on pouvait simplifier la méthode de tokenisation de titres financiers ou de titres de propriété. Et cette direction-là, c'est pas celle qu'on a décidé de prendre parce que finalement, la technologie permettant effectivement de faire de la traçabilité ne rendait pas plus flexible l'investissement immobilier, puisque si on se retrouve avec 3000 personnes derrière une SCI, donc 3000 associés qui détiennent chacun un token, ça n'enlève pas en fait la problématique d'association à 3000 dans une SCI, avec des assemblées générales, des obligations. Donc, on a décidé de faire une double innovation qui ont lieu à peu près en même temps aujourd'hui, qui sont d'un côté la notion de modèle de partage de revenus, qui est le socle, on va dire, juridique, sur lequel on vient plugger cette méthode de tokenisation au travers des tokens NFT. Donc, je ne sais pas si maintenant c'est bien clair. Donc, on est vraiment dans le modèle de financement immobilier et non pas dans le modèle de tokenisation de participation immobilière. On comprend, donc finalement, ça permet finalement de démocratiser, si je comprends bien, l'investissement immobilier. Sur le besoin, parce qu'il y avait une deuxième partie de question, c'est comment on se positionne par rapport à une SCPI. Oui, c'est ça. Il y a un cadre effectivement aujourd'hui légal qui fonctionne bien, mais qui a quand même beaucoup de problématiques qui fait qu'on adresse notre produit aujourd'hui. Je suis entrepreneur et donc on solutionne des problèmes avant tout. Et donc, le problème initial, c'était de déjà simplifier l'accès à l'investissement immobilier. Les SCPI, on ne peut pas acheter une part des SCPI en quelques minutes. C'est la promesse que nous, on fait quand on vient chez WinCity ou sur le Brick Club, KYC compris. Donc, c'est-à-dire que tout est digitalisé. Ensuite, il y a évidemment une notion de coût, parce qu'on peut du coup intervenir sur des budgets qui sont beaucoup plus petits que dans une SCPI. Il y a effectivement une notion de sélection de l'investissement qu'on souhaite faire, avec cette envie de plus en plus d'intervenir localement, c'est-à-dire qu'on aime bien financer la boulangerie du coin ou même peut-être un grand commerce de son centre-ville, alors qu'une SCPI fonctionne sur un modèle de gestion de fonds et donc déconnecte complètement l'investisseur initial qui voulait faire un placement immobilier direct. Donc ça, c'est une des capacités. Évidemment, le coût qui est moins cher puisque comme on ne gère pas des fonds, on finance un immeuble en direct, donc on enlève un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui dégradent certaines rentabilités. Voilà, c'est un peu tous ces avantages et sans parler de l'évolution possible qui est sur le côté international de le token NFT qu'on propose évidemment a une valeur et une visibilité à l'échelle internationale et donc qui dit transparence et garantie dit potentiel collatéral et donc repartir dans un système de refinancement. C'est
la suite logique d'une transparence sur la partie des tokens. Est-ce que ce token, donc ces personnes ont finalement un droit au loyer, si j'ai bien compris. Est-ce qu'ils peuvent ensuite les échanger? Est-ce qu'ils peuvent le revendre? Comment ça fonctionne et comment c'est valorisé en fait? Donc la valeur aujourd'hui, elle n'a pas de comment dire de valeur intrinsèque. C'est un actif numérique qui bénéficie en fait de droits de revenus futurs. Donc c'est le modèle de partage de revenus et c'est ce que va déclencher la rentabilité qui va offrir un prix, tout simplement. Comment on fait pour l'échanger? Tout simplement, on va sur OpenSea, on échange son NFT parce que je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser immédiatement sur la notion de traçabilité. La blockchain, c'est extrêmement transparent, mais aussi extrêmement anonyme. Il y a les deux côtés. Évidemment, qui est détenteur de l'actif immobilier? C'est nous. Et donc, si on doit reverser des revenus identifiés comme des partages de loyers, nous, on doit connaître l'identité des gens à qui on distribue. Donc, on ne distribue pas des tokens de rémunération à des personnes non identifiées. Donc, les personnes peuvent sortir leur token, aller le vendre à un Coréen, un Américain, suivant une base de valeur, sur le réseau Ethereum. Et au final, quand il souhaite récupérer ses revenus, revient chez nous, refait son KYC, et à ce moment-là, on lui délivre ce qu'il avait bon. Donc voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Évidemment, ça évolue de semaine en semaine sur la méthode législative, puisque c'est aujourd'hui plein de nouveautés. Mais on essaye effectivement avec des rencontres, d'ailleurs avec la CPR qui se passe bien, de comprendre quels sont les enjeux à notre niveau, parce qu'on est tout petit acteur, mais néanmoins avec une résonance en termes de solutions de marché qui font que comment on fait pour être le plus transparent possible en tant qu'acteur français et innovant dans ce marché. Donc c'est voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est très attractif comme position. Comment vous voyez un petit peu l'évolution? Parce que c'est qu'en France, on est très contraint par le droit. Donc, je sais qu'il y a d'autres sociétés comme Realty, par exemple, qui font de la tokenisation. Mais là, du coup, de la fragmentation de la propriété, enfin, en tout cas, via une société écran, ça, c'est pas encore possible en France, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il va y avoir une évolution réglementaire par rapport à ça? Puisque c'est une solution qui est quand même assez intéressante. Alors, si c'est possible en France de faire ça, je le disais un petit peu au départ, Realty, effectivement, c'est du fractionnement de titres de participation dans des structures. On peut déjà le faire. C'est le security token. Comme je le disais, en fait, ça a été très rapidement par la loi Pacte mis sous son contrôle. Et donc, ça ne rend pas plus flexible la détention de participation. Oui, j'avais pas. Voilà, donc nous, cette direction-là, elle ne permet pas en fait de répondre aux besoins de l'investisseur. Nos investisseurs ne sont pas propriétaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on identifie dès le départ, ne sont pas propriétaires de l'actif immobilier, mais on leur rétrocède une fraction des loyers qui est fixe et qui leur permet d'avoir un maximum de sécurité sur leur investissement. Puisqu'en fait, ils en sont assez loin finalement. Ils ne sont pas responsables de faire des travaux, ils ne sont pas responsables de la gestion du bien. Donc, il faut qu'ils en aient un minimum de risque dans cet investissement. Ouais. Merci beaucoup, Richard. Ouh là là, ça fait bien. Merci. On va finir par quelque chose qui est assez cohérent par rapport au cocktail qui nous attend très vite maintenant. Donc vous avez été diplômé de Caisse, donc finalement également de manière de la région. Vous êtes passé par des secteurs assez variés, de Cdiscount à AXA, en passant par Sony et pas Club Med. Mais en 2021, vous avez rejoint le monde du vin avec une maison très connue chez nous, effectivement, et au-delà, bien sûr, la maison Bernard Magret. En tant que responsable digital, donc on ne présente pas Bernard Magret, puisque tout le monde connaît effectivement cette institution, plus de 40 châteaux, donc 4 grands crus classés, parmi lesquels le château Pape Clément, dont on va reparler dans un instant.
Au demeurant, juste malgré tout, un petit point effectivement sur la stratégie de Bernard Magret qui s'investit également dans une forme de no-tourisme de haute valeur ajoutée, mais aussi auprès des entreprises, puisqu'il y a un incubateur de start-up dans le domaine du vin, qui est au demeurant opéré avec l'aide d'Unitech, qui a été lancé par le groupe Bernard Magret il y a quelques mois maintenant. Donc, vous concernant, vous étiez, j'allais dire, aux premières lignes lorsque le groupe, au travers de la marque Château Pape Clément, a décidé de lancer un NFT. C'était il y a très peu de temps, il y a un mois. Effectivement, c'était un moment très particulier pour la maison Bernard Magret parce qu'on fêtait les 770e millésimes, donc les 770e vendanges du Château Pape Clément. Donc, le Château Pape Clément a fait sa première vendange en 1252. Donc l'idée c'était vraiment de marquer le coup cette année en lançant un dispositif innovant. Parce que l'objectif de Monsieur Magret, de la maison Bernard Magret, est d'essayer toujours de conjuguer tradition et innovation. Donc de conserver cet aspect traditionnel important dans le monde du vin, mais toujours d'être pionnier sur certains sujets novateurs, notamment comme vous l'avez dit sur le lancement d'un incubateur de start-up. Nous sommes en partenariat avec Unitech, mais aussi avec la WineTech qui a été citée précédemment. Et là, depuis longtemps, on s'est intéressé à cette partie-là des NFT, parce qu'on a très vite vu que dans le monde du vin, le lien entre ces actifs numériques et le vin était assez naturel, pour plusieurs raisons. Donc déjà, il y a ce côté qui a été cité de spéculation ou de royalties. Donc aujourd'hui, une bouteille de vin classique, il y a déjà de la spéculation qui existe, il y a déjà des royalties entre guillemets enfin en tout cas il y a déjà des spéculations. Quand j'achète une bouteille de vin d'un grand cru, elle peut prendre de la valeur en fonction de son millésime tout au long de sa vie. Donc ce lien est assez naturel. Il y a aussi ce côté un peu virtuel des NFT. C'est quelque chose aussi qui existe déjà dans le monde du vin, notamment avec les primeurs. Lorsqu'on va acheter un vin en primeur, c'est un vin qu'on ne va pas avoir tout de suite. Finalement, on achète une promesse, quelque chose qui n'est pas là physiquement actuellement. On a aussi cette notion de collection qui est très importante dans le monde du vin et qui est très importante dans tous les projets NFT. Et parce qu'aujourd'hui, on a des grands collectionneurs de grandes bouteilles, on veut tous avoir sa cave, et ses beaux domaines et ses beaux millésimes chez soi. Et enfin, on a la partie très communautaire qui a été citée aussi, qui est très importante dans les NFT par des réseaux très particuliers comme Twitter, Discord, etc. Et aussi par toute cette notion d'utilité et d'avoir vraiment des avantages et de la valeur ajoutée à ces NFT. Et c'est quelque chose qui dans le monde du vin aussi est très important. Donc voilà, beaucoup de cas d'usage qui ont fait qu'on s'est intéressé très vite à ce sujet au sein de la maison. Alors là, très concrètement sur ce NFT, sur ce cru 2016 de mémoire, finalement quels sont les droits qui sont ouverts par l'achat de ce NFT qui vaut un peu plus de 300 € je crois. 300 €. Alors justement, parce que vous parliez de cave dans la maison, là la cave elle est plus tout à fait dans la maison. Exactement, mais après avoir vu toutes ces possibilités infinies, nous on a voulu se concentrer sur un sujet, sur le sujet de ce côté vraiment donner de la valeur ajoutée, de l'utilité et surtout de la communauté, de créer du lien avec les amateurs du Château Pape Clément. Donc l'idée c'était de créer une carte de membre via un NFT. Donc l'idée c'est d'acheter cette carte de membre qui va donner des avantages virtuels et physiques à toute personne faisant partie de ce club du Château Pape Clément. Pour vous citer les différents avantages, il y a déjà un avantage physique. Donc il y a un avantage qui est vraiment une bouteille en série limitée du Château Pape Clément 2016 dédiée pour l'occasion avec son coffret unique. Donc 1200. Voilà, exactement 1252. Donc cette bouteille-là ne sera disponible nulle part ailleurs et sera disponible uniquement pour les membres du club et elle sera stockée dans les chais jusqu'à la demande de livraison par le client. Donc on a cet avantage physique, on a aussi un avantage virtuel, on a travaillé avec un artiste et Pierre Blaise Dionnet qui est représenté par l'agence artistique Mabille et Chaumette
qui fait partie d'ailleurs de l'incubateur de start-up de Bernard Magret. Et l'objectif, ça a été de demander à cet artiste de réinterpréter le millésime du Château Pape Clément, et qui a créé une œuvre T-Cart, donc une œuvre digitale, qui réinterprète ce millésime en utilisant voilà, les nouvelles technologies. Donc c'est une vidéo qui a très exactement 1252 images et qui est une allégorie de la dégustation du Château Pape Clément. Et donc c'est un artiste qui a un studio à Hong Kong et qui est prochainement programmé à l'Atelier des Lumières à Paris et au Bassin des Lumières à Bordeaux et à l'international, qui s'appelle Pierre Blaise Dionnet. Alors finalement, avec mon NFT Château Pape Clément, je peux bien sûr venir récupérer ma bouteille dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, on pourrait se demander d'ailleurs ce qui se passe si je ne la récupère pas, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Mais je peux aussi, au travers de mon porte-monnaie, donc de mon wallet, je peux finalement l'envoyer à quelqu'un. C'est possible dès aujourd'hui. Et ça veut dire que c'est cette personne qui, titulaire du NFT, pourra se présenter chez vous pour venir récupérer la bouteille. Est-ce que c'est bien cela? Alors exactement. Donc là, il y avait une problématique sur ce projet qui couvrait pas mal de choses, donc un bien physique, mais aussi des avantages autres que j'ai pas encore cités, mais on a des accès aux expositions à l'Institut culturel en gratuité, on a des visites et dégustations gratuites, on a des événements dédiés aux membres, aux privés. Donc là, récemment, pour les journées portes ouvertes, par exemple, il y avait un espace réservé pour les membres du club pour venir déguster le Château Pape Clément blanc dans un espace totalement privé. Voilà, donc du coup, pour pallier à ce problème d'un bien physique et d'un bien membership, d'une carte de membre, l'acheteur va obtenir 2 NFT. Et le deuxième NFT, donc le NFT bouteille, pour demander la réclamation de cet NFT, il va falloir le burn, donc le recéder, et on pourra être livré de sa bouteille. Voilà, ce qui permet d'éviter la revente de ce NFT sans la bouteille et être sûr qu'on peut revendre son NFT si on le souhaite, donc il y a bien la bouteille derrière stockée dans le château. Alors pour les crypto-addicts, finalement, le fait de ne pouvoir payer qu'en monnaie fiat est quelque chose qui est un peu contre-intuitif. Pourquoi vous aviez fait ce choix d'un paiement en carte bancaire sur un NFT? Alors, effectivement, c'était un choix audacieux aussi qui nous a valu pas mal de complications et qui nous a du coup poussé à nous adosser vraiment à des acteurs très sérieux pour lancer ce projet. Donc on a travaillé avec Ariani qui est un leader de solutions Web3 et qui fait d'ailleurs partie du NFT Factory à Paris, donc pour la réalisation de ce projet. Et on a aussi travaillé avec Conhouse pour tout ce qui est cette partie paiement, parce que c'est une partie assez particulière qui demandait du coup un paiement en fiat par carte bleue. Et du coup, il fallait que dans cet objectif de transparence et d'avoir quelque chose de très sérieux, on est passé par cet acteur qui est comme ce qui a cité précédemment, il a eu les accords de l'AMF en tant que PSAN, voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un projet, parce que c'est quelque chose qui freine, je pense aujourd'hui, certains clients, que tout soit vraiment très carré, très transparent. C'était l'objectif derrière ce produit. Et pourquoi en fiat et pourquoi en paiement en carte bleue? Parce qu'on voulait justement ne pas entraver notre clientèle fidèle qui n'est pas forcément crypto-friendly. Et on voulait ouvrir les portes de ce monde à nos fidèles clients, donc nos amateurs de Pape Clément, et leur permettre de vraiment faire partie de ce club à travers un paiement en carte bleue. Au sein du club, il faudra aussi les initier au crypto, finalement, exactement, pour le prochain coup. Merci beaucoup, Camilo. Merci. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre patience et votre intérêt, votre écoute et surtout à tous nos intervenants également, y compris Richard à distance. C'est toujours un petit peu plus compliqué, mais la prochaine fois, il viendra nous voir à Bordeaux.